Donc là, ce qu'on vous propose, c'est l'intervention de Madame Étienne Villas, une conférence qu'elle a choisi d'intituler Au cœur de la transformation, enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs, entre engagement et création, les enseignements d'une expérience genevoise, puisqu'elle nous vient de Suisse. On la remercie, elle va donc nous aider à faire un pas de côté par rapport à une expérience, parce que vous savez que l'école est un sujet de transformation perpétuelle, quels que soient les pays, quelles que soient les époques. Donc elle va nous partager ce qui s'est joué à Genève il y a quelques temps, pour nous inviter à penser ensuite, nous, les choses dans la classe, nous demander comment faire pour mener cette mission de formation, d'émancipation dont on a parlé un petit peu ce matin, pour nous aider à réfléchir, puisque être enseignant, et elle va en parler bien mieux que moi, être enseignant, c'est aussi finalement au quotidien s'engager dans une démarche d'innovation, dans cet état d'esprit de questionnement continu, toujours faire au mieux pour les élèves, en acceptant quelquefois de ne pas forcément toujours bien réussir, mais on fait toujours au mieux pour eux. Et on se remet beaucoup en question, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de travail anonyme, c'est parce qu'au quotidien, dans vos classes, dans vos écoles, dans vos établissements, vous faites beaucoup de petites choses qui changent, vous innovez. Voilà, donc on va interroger tout ça avec l'expertise de Madame Villas sur cette grande question qui nous anime, tout ce qui est celle de la pédagogie, forte des valeurs que nous portons à l'école pour nos élèves. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente éventuellement et qu'elle nous fasse partager ses réflexions qui nous viennent de Suisse, mais qui ont une portée universelle et très intéressante pour nous. Merci. Bonjour. Voilà, je recommence. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, on ne comprend pas bien. Alors, je suis très contente de partager avec vous une réflexion beaucoup sur la pédagogie. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est pas si simple de la définir et se dire si elle apporte quelque chose d'intéressant, pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocages dans les écoles? Réfléchir dans quoi nous sommes mis et vers quoi nous pourrions aller pour être un peu moins pris par, je pense qu'on peut l'appeler le choc scolaire. La grosse question pour moi aujourd'hui de la crise que nous avons dans l'école, c'est l'échec scolaire qui demeure un scandale. Je pense que c'est un scandale, puisqu'on oblige l'enfance, l'adolescence à venir. Tant qu'on est dans ce scandale-là, on doit réfléchir. On doit réfléchir. On doit se demander qu'est-ce qu'on peut encore changer. Alors, je parlerai de la Suisse, parce que je pense que c'est ce que je connais. Mais ça fera peut-être pour, pas tout, mais certaines choses, en tout cas ce que vous vivez, ce qu'on vit ensemble depuis longtemps, et puis ce que vous vivez peut-être aujourd'hui aussi, je ne sais pas. D'abord, je crois que c'est bien de définir la pédagogie, pour se dire que c'est quoi, puisque on est ici avec des pédagogues, à mon avis, ce sont les praticiens-chercheurs. C'est-à-dire que c'est l'enseignant, l'éducateur, peut être aussi dans les marges de l'institution, mais qui a la charge d'éduquer, comment est-ce qu'il réfléchit, qui est-il, et pourquoi est-ce qu'il se met en recherche constamment. Alors, j'ai cherché longtemps à définir la pédagogie, parce que j'ai fait une thèse sur un mouvement pédagogique, et je me suis dit, mais comment faire une thèse sur un mouvement pédagogique sans définir la pédagogie? Et là, j'ai travaillé
ce n'était pas ça du tout. Il y a vraiment le mot pédagogie employé partout, dans tous les sens. Aujourd'hui, vous avez pratiquement tous les présidents, tous les chefs de toutes les hiérarchies qui disent qu'il faut faire de la pédagogie, mais sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Alors j'ai essayé de la définir, mais pas toute seule du tout. Je me suis référée vraiment à la fois à des chercheurs scientifiques qui défendaient la pédagogie, Jean Roussel, Philippe Slétard, Daniel Ameline, Michel Fabre, Philippe Marie aussi, et regardez que disaient ces gens-là qui défendent la pédagogie en étant pas eux-mêmes forcément impliqués dans les classes. J'ai regardé les mouvements pédagogiques aussi, ce qu'ils disaient, mais aussi des enseignants dans les classes, dans des groupes, des écoles qui travaillent ensemble, en équipe, et j'en suis arrivée à faire un triangle. Je vais vous montrer, vous verrez si ça peut apporter quelque chose. Donc il est affiché, c'est bien. Alors ce triangle, eh bien, il montre que le pédagogue, il articule, mais en tentant de leur donner cohérence, trois types d'éléments. Trois types d'éléments, ils sont indiqués là, donc des convictions, c'est des valeurs, qui sont en lien avec les finalités de l'éducation. Donc, aujourd'hui, on va plein dans l'émancipation. L'éducation émancipe. Est-ce qu'on a mis ça dans nos finalités? L'émancipation, c'est une des finalités de l'éducation. Donc, voilà, des valeurs, c'est des convictions aussi, des conceptions, c'est-à-dire des théories, des savoirs, parfois des connaissances. On est assez étonné quand on va voir des prophéties, des conceptions, on trouve parfois, ma grand-mère m'a dit que. Et il y a parfois des connaissances très valables. Mais ces questions, c'est important de les prendre en compte parce que c'est des croyances. C'est aussi des croyances. Donc, dans la conception, il y a une dimension théorique des savoirs, mais aussi parfois des connaissances auxquelles on tient. Parce qu'elles ont été éprouvées, j'ai envie de dire, juste de trouver. Et puis il y a les actions. Les actions, c'est-à-dire ce qu'on fait vraiment dans la classe. On a entendu beaucoup de choses ce matin. Comment on va placer nos enfants en situation d'apprentissage, comment on va travailler avec eux pour que chacun retrouve sa place. Et on a une confiance, on demande une confiance dans nos élèves. Comment va-t-on travailler tout ça? Alors, quand vous regardez le triangle, le plus important, ce sont les flèches. Regardez les flèches. Le plus important, ce sont les flèches. Et les flèches à contresens. C'est-à-dire, le pédagogue, au travers de ça, il va tout le temps réfléchir à rendre cohérent ces trois choses. Si je fais ça, c'est parce que j'ai ces valeurs et j'ai ces théories. Ou j'ai cette théorie parce que je suis dans cette pratique et j'ai visité des valeurs. Donc c'est une circulation constante entre ces trois pôles qui est vraiment très très importante. Alors, il faut d'abord peut-être dire qui est le pédagogue. Alors, ce n'est pas le chercheur scientifique. Le pédagogue, c'est la personne qui est aux prises avec l'éducation, aux prises avec l'apprentissage, aux prises avec la formation. C'est un praticien, mais qui produit une recherche singulière pour éduquer. Et j'aime beaucoup l'appeler une théorie pratique, je ne suis pas la seule, une théorie pratique que vous pouvez mettre en deux guillemets.
présidents de ce monde, tous les grands pédagogues, ont eu ce triangle dans leur tête. Le triangle, au fond, il est dans la tête du praticien, dans la tête du praticien-chercheur. C'est son triangle. Alors, un triangle, c'est un peu raide et rigide parce qu'il est jamais raide et rigide, mais ça nous permet de le représenter. Montessori, tous ces noms, ça dit chez nous en Suisse, mais Freinet, Houry, on citait les pédagogues, il y en a eu plein, beaucoup. Ce qui est étonnant, et peut-être aujourd'hui ça nous étonne moins, c'est que Jean Taille, qui a beaucoup travaillé ça, nous montre qu'il trouvait que des hommes. Il n'a pas lu qu'il a, il dit, j'ai dû aller gratter dans les archives, j'ai dû faire le chiffonnier, il dit, j'ai dû faire le chiffonnier, pour aller chercher des femmes. Or, c'était des femmes qui éduquaient, beaucoup, mais ça n'avait été théorisé, écrit que par des hommes. On se dit dans les moyens des pédagogues, et on a beaucoup oublié de mettre en valeur les femmes. Donc, il y a des femmes pareilles, peut-être plus encore dans le passé, mais on les a beaucoup moins connues. Montessori, bien connu. Alors, la question de ce pédagogue, la question de nous tous, qui sommes plus des élèves, la question pour les profs qui sont très engagés, qui sont ici, toujours comme ça, on a toujours des pédagogues dans les salles, il y aura des gens qui n'ont pas trop envie de réfléchir, de remettre en question, toujours en questionnement, mais ceux qui sont ici, et les pédagogues en général, leur question c'est comment faire au mieux. C'est tout ça. Comment faire au mieux? Et cette question, on l'a sous la louche, on l'a en s'endormant le soir, on l'a maintenant en se réveillant, en se disant attends, mais Paul, hier, il y a quelque chose là que je ne veux pas. Et puis Mélanie, comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est une question qui le travaille sans arrêt et qui le fait un peu tourner. Je viens de dire, il tourne dans son triangle. C'est-à-dire, il y a des théories, tout qui est en tête, et on essaye de trouver, on essaye de chercher. Comment faire au mieux? Donc, c'est une question qui parle de son expérience, ses difficultés, ses problèmes, ce qu'il rencontre, ce qu'il coince, ce qui ne va pas très bien, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas très bien. Ça part de son expérience et ça va normalement retourner sur le terrain, même des fois le lendemain, mais sur le lendemain. Et la réponse qu'il apporte à sa question est même très utile, évidemment, pour agir lui-même. Mais elle peut être aussi utile s'il la partage. S'il partage ce qu'il a inventé pour essayer de résoudre son problème. Elle est souvent imparfaite. Sa réponse est souvent imparfaite. Mais provisoire aussi. Il sait bien que si ça ne marche pas encore aujourd'hui, il va encore se re-questionner, rechercher et retrouver autre chose. Et Jean-Marcel dit, et ça je pense que c'est très important de le comprendre, c'est que c'est cette imperfection qui permet la recherche pédagogique. Si tout était parfait, mais franchement, on n'aurait pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de temps proposer de choses différentes depuis tant d'années. Donc, comment faire au mieux, c'est une question très importante. Et ce sont les essais successifs des pédagogues et qui tentent de réduire toujours cette violence entre leurs trois pôles, et bien, qui fait qu'on avance, on dépasse des épreuves, on corrige certaines choses et on fait évoluer toute la recherche pédagogique. Et ces drôles de théories, c'est des drôles de théories qui sont en théorie pratique et qui essayent d'oublier tout ça, eh bien, elles sont créées, mais elles fournissent des modèles d'intelligibilité de l'action éducative. On voit vraiment, tiens, si vous prenez mon petit triangle là, si vous le prenez et que vous allez lire un pédagogue, vous allez lire un de vos collègues qui a écrit un livre, vous allez discuter de projet, c'est
c'est assez intéressant de dire, ah, je vais repérer ce qu'il dit au niveau des valeurs, ce qu'il dit au niveau des pratiques et ce qu'il dit au niveau des théories qui le guident. C'est aussi très intéressant à voir quand on présente nos pédagogies dans les écoles. Il y a maintenant pas mal de gens à Genève qui font avec le triomphe une présentation. Donc ils montrent, voilà, dans notre école, les valeurs sont celles-ci, nos pratiques auxquelles nous tenons sont celles-là, et nos théories de référence sont celles-ci aussi. Donc c'est un outil, c'est un petit outil pour nous aider à penser ce qui est dans la tête de ces gens qui ont tellement envie de faire au mieux et qui font des choses très souvent exceptionnelles, extraordinaires, mais qui parfois ne sont pas parlées, pas discutées, pas échangées. Donc, si chacun a ça dans la tête, on se rend bien compte à quel point c'est important d'échanger et à quel point c'est parfois difficile, parce que des fois, parfois, c'est le temps pour le faire. Donc, c'est un encouragement, je voulais juste dire, à reconnaître cette recherche, à dire l'importance de pouvoir partager tout ça et de faire des points ensemble et de se demander est-ce qu'il y a une pédagogie dans notre école, est-ce qu'il y a une pédagogie dans notre institution, est-ce qu'il y a quelque chose auquel on tient ensemble, peut-être avec une différence de personnes entre tous. Alors, si les intentions sont aussi bonnes, si les pédagogues avancent dans leur classe, et il y a des trésors. Je pense qu'on va en voir quelques-uns aujourd'hui, on en entend parler. Il y a des trésors qui ne sont pas partagés. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas partagées. Parce que la pédagogie a un malheur, c'est qu'elle n'est pas mise en évidence assez. On ne parle pas assez de la pédagogie. On savait faire beaucoup de théories scientifiques, mais les pédagogues, relativement peu. Donc les états, toutes les hiérarchies, toutes les formations des maîtres, dans tous ces lieux très très importants, la pédagogie a tendance à disparaître officiellement, car être mise en évidence et appréciée. Alors, évidemment, je suis là dans un plaidoyer, on peut se dire comment faire pour mettre beaucoup plus de valeur, valoriser tout ça. Avec des journées comme aujourd'hui, par exemple, c'est une chose. Mais on va essayer de comprendre à travers ce qui s'est passé à Genève, peut-être plus globalement, qu'est-ce qui nous coince, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit si difficile. Parce qu'au fond, quand je parlais d'échec scolaire tout à l'heure, qui est un empêchement de s'émanciper pour beaucoup, c'est le combat des pédagogues. Je crois que depuis toujours, la nuit des temps, ils se battent pour qu'il n'y ait pas cet échec scolaire. Et on doit constater que nous sommes partis, nous avons toujours aujourd'hui, nous avons hérité d'un contrat scolaire qui nous demande quelque chose d'impossible. Et je vais avancer pour vous montrer ce qui s'est passé à Genève pour se dire on fait quoi, parce qu'il semble bien que nous soyons toujours pris là-dedans. Ce contrat, nous l'avons tous porté en Suisse, formé et sélectionné par la même personne. C'est-à-dire les éducateurs, les enseignants, nous sommes pris dans ce contrat qui nous demande cette mission impossible, forme et sélectionne, c'est-à-dire instruit, éduque, mais sélectionne. L'école est empêtrée là-dedans, je veux dire. Prisonnière de ce contrat scolaire. Donc il va bien falloir
ces bruits un peu changés. Je vais raconter 2-3 choses de l'expérience genevoise qui montrent pourquoi. Parce qu'on a beau se donner toutes les peines du monde, on a beau se donner 1001 innovations, elles se sont succédées. On a parlé de rénovation, on a parlé de changement, on peut mettre n'importe quel mot là-dessus. Et se sont succédées et finalement se soldent presque toutes toujours par un échec sur le plan de l'échec scolaire. On n'arrive pas à se débarrasser de l'échec scolaire. Alors si on repense à notre contrat forme et sélectionne, c'est qu'on est dans cette obligation. Alors, je passe à l'expérience genevoise. Je vais monter très loin, je suis assez âgée pour pouvoir le faire. C'est juste l'avantage, sinon, mon Dieu, que c'est bon de vous entendre la jeunesse tout à l'heure. Ça donne une possibilité de regarder ce qui s'est passé, mais ce n'est vraiment pas moi, c'est pas mon analyse, c'est le sociologue aussi qui a montré très clairement ce qui s'est passé. On a eu de la chance d'avoir sur 60, 70 ans, 70, pardon. Je vais dire de temps en temps 70 et 90 sans faire exprès. On a eu la chance d'avoir 2 bilans très importants. Un plutôt qui a été fait par un service qui est encore de pédagogie, psychopédagogie, un autre par la sociologie, mais qui nous montre à quel point finalement on a toujours dans ce contrat. On est toujours dans ce contrat scolaire. Mais la lutte contre l'échec scolaire, je suis sûre en France aussi, elle a commencé il y a bien longtemps. Et là, je vais remonter à 67 ans, 70 ans, pour montrer que, ben voilà, on était dans cette école qui avait admis beaucoup d'enfants, c'était une réussite, démocratisation de l'école. C'est-à-dire que tout le monde arrivait maintenant, pratiquement, dans les écoles, on pouvait travailler avec une masse d'enfants. Ce n'était plus une sélection juste où certains arrivaient un tout petit moment à l'école, mais ne restaient pas. C'était massif. Il y avait là beaucoup de monde, beaucoup de familles. Or, on était dans une idéologie du don. On se disait, il y avait doué, il n'y avait pas doué, c'est comme ça. Donc, l'échec scolaire, c'était plutôt de la faute des enfants, des familles. Pas de la faute, mais c'était chez eux. On est doué ou pas, c'est normal. Je serai ouvrier comme papa, hein, on disait c'est normal. On était aussi dans une uniformité des classes, en se disant, il faut les mêmes dispositifs, il faut les mêmes évaluations, parce qu'il faut une même école pour tous. Et cette même école pour tous faisait qu'on ne se préoccupait pas des différences. Au contraire, on ne se préoccupait pas des différences, on voulait tellement vouloir que tout le monde soit scolarisé, en fait, ça partait de bonnes intentions. Mais bon, Dieu a pas tant, c'est pas quelqu'un de la Suisse, mais bien de France. Pour dire, c'était justement expérimenté, que cette école-là produisait un peu de chèques invraisemblables. Et que c'était justement, on ne se préoccupant pas des différences, on créait une école très sélective finalement, et qu'on créait quelque chose qui augmentait encore les différences entre les enfants, entre les familles, et une différence sociale qui s'accentuait. Et c'est toujours les mêmes qui gagnaient, les mêmes qui perdaient. On faisait des dispositifs pour les enfants c'est les riches qui gagnaient dans l'histoire. Donc, il y a eu une recherche à ce moment-là qui montrait que l'effet massif des enfants des milieux défavorisés, échec massif. On avait l'argent qu'il fallait en Suisse. Bon,
60, 70, il y a eu mai 68 là-dedans. Il y avait, disons, des courants très forts qui étaient extrêmement touchés par ça. Je dis que c'est pas juste. Les milieux défavorisés sont défavorisés dans l'école elle-même. Donc, il faut qu'il y ait une lutte contre les inégalités. Ce fut tellement fort, ce mouvement, que ça a atteint la politique, et en politique genevoise, en 1977, on a un article de loi qui est toujours là, qui dit que dès la tendre enfance, dès l'éducation, dès l'entrée à l'école, il faut corriger les inégalités sociales. Je vous assure que cet article, on doit tout le temps essayer de garder, parce qu'à tout moment, on peut l'enlever de la loi. Mais tous les militants, tous les pédagogues résistent pour dire que corriger les inégalités sociales, c'est toujours quelque chose de capital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait tout. On avait tout. On avait la politique avec nous, on avait des mouvements sociaux d'accord. C'est d'accord de lutter contre les inégalités sociales aussi. On avait les enseignants qui étaient partants aussi. Donc, même les politiques de l'éducation, au niveau de la hiérarchie, tout le monde s'est investi massivement là-dedans. C'était l'heure de gloire, on était très contents, on avait parlé de ça à tout le monde. Je vois une collègue dans la salle qui se souvient, parce qu'on avait déjà beaucoup parlé à une certaine époque. Et je ne vais pas tout vous raconter de ça, mais je vais prendre deux dispositifs qui ont été mis en place à ce moment-là, qui sont spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a diminué les effectifs de classe massivement. On passe de 27, 28 élèves, 30 parfois par classe, à la vingtaine, voire 18 élèves par classe. Donc c'est massif. Et puis, l'autre chose, on met en place une pédagogie compositoire. En se disant, si maintenant il faut qu'on tienne compte des différences, comment savoir? Pardon. Vous me dites, c'est quelque chose. Donc, pédagogie compensatoire, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que nous avons tous fait probablement. Alors, il y a eu des dispositifs qui retenaient les enfants étaient dans la classe, il y avait des spécialistes engagés qui venaient prendre l'enfant à un moment donné pour lui faire quelque chose ailleurs dans une salle et on le remettait dans la classe. Il y a eu le généraliste, chez nous ça s'appelle le GNT, le généraliste non titulaire, c'est-à-dire un enseignant qui a eu toute la formation comme les autres, mais à qui on ne donne pas de classe cette année-là, mais qui va être à disposition de 3 ou 4 enseignants pour aller leur moment. Ils étaient tous les écoles organisées comme ils voulaient. À ce moment-là, le généraliste non titulaire pouvait être attribué à un enseignant pendant quelques temps, passer tous les jours dans une ou deux classes. Il y avait beaucoup de choix différents de tout ça. Donc, on fait ce genre de choses de manière approfondie pendant une vingtaine d'années, des essais multiples. Et à un moment donné, on se dit qu'il faut qu'on fasse un bilan de tout ça. Parce qu'on voit bien que c'est pas si simple, on voit bien que les problèmes continuent aussi. Mais le bilan est catastrophique. Il est confié à un sociologue qui s'appelle Valo Huitmacher. Il a fait son bilan, il a fait un livre après, mais c'est vraiment, s'il n'y a pas une vision, il rentre dans le détail de sa recherche, qui s'appelle « Quand la réalité résiste à la lutte contre l'échec scolaire ». La réalité. La réalité, ça va être une réalité politique et une réalité des mentalités. Il a mis un livre scolaire comme une guillotine. Vous pouvez rappeler l'auteur, s'il vous plaît? Vous pouvez rappeler l'auteur?
on mettra sur le site. Oui. On fera. On l'écrira tout à l'heure. Quand la réalité résiste à la lutte contre l'échec scolaire. Alors, c'est très intéressant parce qu'est-ce qu'on voit? Je prends les deux dispositifs parce qu'il y en avait d'autres. On veut absolument, on est dans une logique, mais vraiment dans tous les étages de l'institution. C'est pas seulement il y a des enseignants dans la classe internationale, font tout ce qu'ils peuvent, mais également des inspecteurs, également les hiérarchies supérieures, parce qu'on voit aussi chez nous, comme ça, comme je l'ai dit, ça fait des étages. Tout le monde est touché, tout le monde a envie de se battre. Donc ce n'est pas une mauvaise volonté, ni des uns ni des autres. Et le bilan est catastrophique. On voit qu'on a plus d'échecs qu'avant. Alors, on va prendre les deux exemples. Le redoublement est plus grand, beaucoup plus important. On a diminué les effectifs de classe. Redoublement pris comme une preuve de l'échec. On a diminué les effectifs de classe, mais il y a une telle habitude de faire redoubler les enfants que le taux de redoublement reste à peu près le même dans la classe. On avait une habitude de 2-3 redoublements par année et vous baissez les effectifs, vous dites imaginez ce qui se passe. On a beaucoup plus de redoublements. Obligation toujours évidemment d'évaluer, notation, sélection, bien en place. Ça n'a pas bougé du tout. On est dans le contrat scolaire, formé et sélectionné. Donc là, c'était en grand espoir de faire diminuer les effectifs. Est-ce que pas dire qu'on ne doit pas le garder, cet espoir? Mais quand on est pris dans un contrat scolaire, on nous demande de sélectionner, ne travaille pas non plus sur les habitudes que ce contrat nous a fait prendre, on peut se trouver piégé de cette manière-là. L'autre dispositif a eu un autre effet pervers. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place par la pédagogie compensatoire pour aider ceux qui avaient plus de difficultés a fait qu'on a créé un personnel spécifique. Beaucoup de gens différents, des spécialistes, et ces gens n'ont pas eu envie de les faire. Personne. Donc, on a trouvé le moyen de faire qu'il y ait toujours assez d'enfants en échec pour que ces spécialistes restent en place. Si je le dis méchamment comme ça. Et personne ne voulait le faire. Tout le monde voulait le faire. Et ça veut dire qu'on s'installe aussi dans des habitudes qui sont toujours, parce qu'on est pris dans ce contrat formé et sélectionné, de faire au mieux, mais après il y a aussi, il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui se font, parce qu'on veut lutter contre l'échec, mais en même temps, en créant ces postes, on crée quelque chose d'extrêmement difficile à gérer après, parce qu'il y a eu des formations pour les enseignements spécialisés, des choses tout à fait intéressantes aussi, mais qui font que finalement on a pu fournir le nombre d'échecs, le nombre d'enfants en échec qui justifiait une augmentation de ces postes, etc., etc. Donc là, il y a eu quelque chose de difficile. La groupe Machère a fait sa recherche, ça a été d'abord très mal pris, vous imaginez, c'est-à-dire une résistance de tout le monde, c'est pas possible. Ça, c'est la recherche scientifique en intéressant, mais en intéressant aussi la recherche sociologique. Moi, j'ai répondu tout à l'heure à la recherche pédagogue, mais je pense que ça nous fait du bien aussi d'avoir des recherches, et on le sait bien, des recherches scientifiques qu'on va mettre d'ailleurs dans notre triangle, qui vont nous aider à réfléchir, pour nous montrer que, eh bien, quand on regarde les choses un peu différemment, de haut, en
essayant d'analyser le tout, on voit que ça ne suffit pas. Et Valo Knöscher arrive à cette conclusion que tant qu'on il dit maintenant on a tellement fait, mais dans tous les sens depuis des dizaines d'années, que tant qu'on sera dans cette obligation de sélectionner en même temps que former, éduquer, instruire, on reproduira tout le temps cet échec puisqu'on en veut. L'école est là pour trier. Donc, comme cette injustice-là, il faut qu'on fasse autre chose. Et il nous propose, tout simplement, mais c'est pas ça de changer de contrat. Changer de contrat, ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il nous dit bien. Je vais juste dire ça parce que je pense que c'est important. Au terme de l'ouvrage, il nous dit ce qu'on peut constater, c'est que l'échec scolaire, c'est devenu le moteur de l'école. Échec. Le moteur, c'est il faut que je passe. Il faut qu'on passe d'une année, de l'autre, etc., etc. Il faut tout faire, tout le temps, pour faire un échec. Il y en a qui s'en vont très bien, bien sûr, mais il y en a qui ne s'en sortent jamais. Donc, on est dans une logique que le moteur de l'école, c'est cet échec-là, soit qu'on n'arrive pas à se débrouiller, parce qu'il y en a qui va se débrouiller très très bien d'autres, mais il y a des enfants qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est tout à fait l'impossibilité, même avec les croyances folles que j'adore, du postulat de l'éducabilité, du tous capable. Moi je défends complètement tout ça aussi. Mais il faut qu'on soit logique en se rendant compte que souvent, si on est toujours dans ce contrat-là, il y aura tout le temps d'échec. C'est comme si l'école, il dit l'école a besoin de l'échec pour fonctionner. C'est quand même grave. L'école a besoin de l'échec pour fonctionner. Si on enlève tout cet échec, l'école ne marche pas en ce moment. L'école ne marche pas. C'est-à-dire la lutte des enfants, des enseignants, pour contrer tout ça, fait que c'est le moteur de l'école maintenant. Alors, on a mis en place une nouvelle rénovation. Et la rénovation, on a appelé justement le changement, il fallait vraiment changer ça. Plus des petites innovations, des tas de choses qu'on faisait, mais en grand, c'était on va mettre en place une possibilité de mettre en recherche, et on part de cette recherche-là, et une recherche pédagogique en fait. 15 écoles qui sont, à qui on dit que vous allez tout faire pour essayer de rompre avec la logique forme et sélection. Dès qu'il y a quelque chose qui est proche de la logique de la sélection, on l'enlève et on essaye d'avancer. Si 15 écoles sont parties, non alors, on est toujours dans le même contrat scolaire. Avec forme et sélection, il faut des notes, etc. Et heureusement, ces 15 écoles ont réagi en disant nous partons, nous voulons bien faire l'expérimentation, mais nous vous demandons de nous libérer de toute sélection à faire. Puisqu'on va lutter la compte, c'est quand même assez logique qu'on nous demande qu'on puisse avoir cette franchise. On appelle ça la franchise. Donc ils avaient du temps, quelques années, pour faire une école sans sélection. Pas facile du tout, ni selon. Et c'est franchement une extraordinaire joie. Tout à coup, on se rend compte ce que c'est que d'enlever la sélection, d'obligation des notes, des classements, des concours, enlever tout ça, ils sont dans une recherche permanente. Ces 15 écoles font un travail magnifique, on a mis, parce que la formation des maths aussi. À ce moment-là, la formation a été accordée aussi à plancher sur les
parler de relation formative ou formatrice, mais c'est bien joli de parler de ça quand en même temps on doit sélectionner, quand en même temps on est dans une évaluation collective. Donc, tout le monde parle là-dedans. Et ces 15 écoles font un travail remarquable, on fait des journées comme les nôtres. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'on va se montrer ce qu'on fait. On va essayer de dire comment on s'y prend, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis aussi, encore plus que 15 écoles, mais une vingtaine, 25 écoles en observation qui, elles, pouvaient avoir des négociations avec ceux qui étaient en plein chantier pour pouvoir leur poser des questions, les faire avancer. Déjà, on se disait, c'est les écoles qui partiront peut-être après aussi dans la rénovation. Et là, c'est organisé autre chose. À mettre toujours sous cette habitude que nous avons prise d'être dans un contrat qui nous demande de former, je le rappelle beaucoup, parce que c'est capital de former et sélectionner. Là, ce qui est venu entraver et gravement le projet, ce n'est pas l'aspect politique de l'éducation, c'était, disons au départ, c'était des enseignants. Des enseignants secondaires qui ont créé une association qui s'appelait ARM. Je la nomme parce qu'on n'a pas de problème d'en parler aujourd'hui. Il s'est passé les mêmes phénomènes au Canada, en Belgique. Il y avait aussi cet essai de rénovation avec une école qui soit on enlève la sélection. Allez, on est là pour éduquer, instruire et les former. Et là, ce sont des enseignants, beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser, qui ont résisté, qui ont en plus, il y a beaucoup qui ont été, alors là, il y a le parti politique, il y a tout le monde qui est rentré dans la guerre, c'était carrément une guerre, on peut dire, entre, ça fait une scission aussi, non? Ça faisait pour la note, contre la note, quelque chose que, surtout le prochain, on n'avait pas envie, jusqu'à présent, il avait pu discuter calmement, les écoles étaient partantes d'essayer de faire quelque chose, mais là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et tellement compliqué que finalement, on a eu une votation en Suisse, à Genève, parce que les systèmes sont contenus encore, qui a fait tout capoter. Tout capoter. Ça, les citoyens qui avaient été oubliés par les écoles enthousiastes, par les chercheurs qui étaient autour, qui étaient sur plein de gens qui étaient enthousiastes, des familles enthousiastes, mais pas de grandes discussions, ni dans les médias, ni dans le... C'était plutôt, on fait des essais comme ça, on va en parler. Sauf que dans la profession, tout à coup, ils voyaient que la rénovation prenait. Ça commençait à prendre, il y avait l'enthousiasme qui était là, il y avait la recherche qui était mise en place. Et là, c'est toute l'habitude de l'école actuelle qui a été défendue. Toute l'habitude, même si on n'a pas envie de dire toute l'habitude d'une école sélective, mais c'est bien ça, par tous les gestes, les moindres gestes, les pensées, les représentations qu'on a les uns des autres, qui ont fait qu'on arrive à une votation populaire. Vous savez qu'il suffit de demander, chez nous dans le canton, c'était, maintenant ça peut faire un petit peu plus, mais 10 000 signatures et les gens sont convoqués au bureau de vote. C'est extraordinaire la démocratie, mais là ça nous a joué des tours comptables. C'est-à-dire que la démocratie a fait que 78 personnes, 78% de la population avait contre l'abolition des notes. Parce que forcément, si on allait dans la rénovation, maintenant on commençait à prendre, la note disparaissait. La question de la notation disparaissait. Mais 78%, je m'applique, je ne sais pas si
direction a dit non, on n'est pas prêt à donner non. Tout le monde a passé par ce contrat scolaire. On a tous remonté très loin. Moi, je suis de loin la plus âgée aussi. Voilà, on a tous passé là. Moi, je me souviens très bien de travailler pour la note. Enfin, c'était évident. Et les enseignants, c'est leur souci aussi. C'est un réel souci. Non pas de noter pour éliminer, mais voilà, il y a aussi des normes, il y a aussi des choses. Nous, on avait une représentation à l'enseignant qui a personne qui redouble. C'est pas très bon signe, il ne doit pas être très sérieux celui-ci. C'est une représentation là. Et donc, on en est là maintenant. On en est là. On a vu, c'est magnifique, on a fait un recul de 3 ans. Vraiment. C'est-à-dire que tout ce qui était essayé, qui était juste aussi, de penser aux enfants différents, la question de la différenciation, la question de lutter contre la discrimination, ça, c'était juste aussi, mais étant pris dans ce contrat avec une immortalité qui date de bien longtemps, longtemps, bien avant le XXe siècle, donc c'est très vieux, c'est un contrat tellement vieux qu'on ne s'en rend même pas compte de tout ce qu'on a évité. Donc, on n'a pas de culpabilité à avoir parce que c'est un héritage. Valérie Machin a dit c'est un héritage. On a hérité de ce contrat scolaire. On ne peut pas accuser maintenant ni le gouvernement, ni les enseignants, ni les gens qui ont été comme ça. On a hérité d'un contrat scolaire dans lequel on est encore pris. Donc c'est évidemment une immense aventure qui nous attend. Et j'aimerais juste vous dire ce que disait Valérie Machin. À la fin de son livre. Parce qu'il n'ose pas le dire comme ça, vraiment, il dit faut-on faire une hypothèse? Parce que peut-être, on ne sait pas, on prend encore d'autres essais. Philippe Perdouzi, c'est un autre sociologue de Genève, dit il faut se dire qu'en amont, c'est un peu comme quand on grimpe, on fait un voyage, on grimpe sur une colline ou d'une montagne. Là, c'est bien, on a vu, on a découvert plein de choses. On arrive au sommet, on voit autre chose. Donc, tout est tout le temps, on fait un bout, et on va recevoir ce qui est maintenant à faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné encore. Alors, Valérie Machin, pas très longtemps qu'il a disparu, malheureusement, il écrivait à l'ultime page de son livre l'invention d'un autre contrat scolaire est une laborieuse gestation dont une ou deux générations ne viendront peut-être pas d'avoir. Mais ce contrat ne tombera pas dans le ciel. Il ne peut s'élaborer que dans un patient travail fait d'expériences, d'échecs, de tâtonnements, de réussites, de progression. Un travail immense, parce que changer de contrat scolaire, ce n'est pas seulement travailler sur nos pédagogies, mais c'est changer à peu près toute l'organisation de l'école. C'est effectivement poursuivre la réflexion des grands pédagogues, le travail des grands pédagogues, ce triangle dans lequel j'ai envie maintenant, mais je vais le refaire, mon triangle ici, lui mettre le pointillé sur les flèches, parce que c'est bien de faire comme ça dans son triangle, d'essayer vraiment d'avoir cette cohérence, mais ne pas oublier de laisser rentrer les idées. Sinon, on tombe dans le dogme. On peut tourner en rond dans notre triangle et devenir dogmatique. Ça, c'est l'enfer. Donc, il faut avoir cette volonté-là aussi d'ouvrir nos... On a des mentalités qui sont difficiles à changer aussi. Donc, moi, c'est modestement à ça que je voulais vous inviter à pouvoir en parler avec vous, parce que j'ai senti qu'ici, on était parti d'une discussion sur l'autonomie, on a travaillé une fois ici avec ce groupe de chercheurs, pédagogues chercheurs et chercheurs, et
une autonomie, et c'est pour ça qu'on est arrivé aussi au terme de l'émancipation, en se disant, c'est vrai que l'émancipation, c'est magnifique, c'est grand, c'est au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin, nous, de nous émanciper de cet ancien contrat pour en aller à un nouveau. En place à une émancipation, et ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, c'est que c'est à tous les étages et tous ensemble. On continue, la pédagogie avec tous les problèmes qu'on a avec les enfants, c'est très difficile. On voit bien la perte d'enseignants qu'on a en vie, c'est très difficile, mais aussi les inspecteurs, mais aussi toutes les directions d'école, mais aussi jusqu'à tout en haut des gouvernements. On a besoin de travailler à la fois à l'horizontale, on a besoin de travailler à la verticale, en diagonale, dans tous les sens pour travailler ensemble. Donc aussi, c'est aussi un plaidoyer pour la pédagogie parce qu'il faut que les pédagogues soient entendus. C'est quand même eux qui sont aux prises, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, que beaucoup sont dans cette logique. C'est quand même eux qui, en bout de course, sont là avec les enfants. Et ces enfants, c'est aussi Philippe Perrier, je travaille avec lui, c'est pour ça que je le cite un peu beaucoup. Philippe Perrier dit une chose, n'oublions pas que les enfants font le métier le moins librement choisi. Le métier de l'avenir. Le moins librement choisi. Donc, tant qu'on est dans cet âge du métier le moins librement choisi, et ça fait longtemps, on n'a pas le droit d'utiliser cette période pour en même temps, alors vous êtes obligé de venir, mais attention à ça, on va sélectionner. Il n'en est pas de sortir de là. Ça, c'est évidemment, quand on va à l'école, aux parents, on ne le dit pas tellement. On ne le dit pas tellement, mais bon, je pense que toutes les mentalités bougent aussi, on est prêt aussi à plancher ensemble. Je crois que c'est ça, c'est un peu comment installer maintenant une culture de paix et non une culture de guerre à l'intérieur aussi de tout le système. Parce qu'on tombe vite dans ces questions. On tombe vite en disant au question de la vue, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est va-t-on sélectionner en fait? Est-ce qu'on va être sur une école sélective? Parce qu'on peut faire de la note un outil qui n'est pas du tout sélectif, juste pour voir où on en est, etc. C'est à partir du moment où on doit éliminer, c'est ça, on doit éliminer certains pour qu'ils ne passent pas, parce qu'on ne les veut pas tous. Alors c'est pas comme ça, c'est une recherche. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire l'état dans lequel nous sommes, vous inviter à me joindre à mon message de passeport, parce que j'arrive de Suisse, je vous ai raconté une autre histoire. Peut-être qu'elle a une résonance auprès de la vôtre. Et puis, c'est une invitation pour une culture de paix. Moi, j'insiste parce que moi, je crois que les mouvements pédagogiques en France, moi, je regarde tout ce qu'ils font. Parce que c'est toujours passionnant, parce que c'est aussi des gens comme beaucoup dans les classes ont cette intention de se battre pour le meilleur aussi pour les enfants. Et je crois que maintenant, il y a une insistance beaucoup aussi sur la culture de paix. Je reviens aussi, quand même, tous les mouvements d'éducation nouvelle du début du siècle étaient après la guerre. Plus jamais ça. Plus jamais ça. On va essayer de s'installer là-dedans. C'est pas si simple. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc, bonne chance pour une recherche multiple, à la verticale, à la horizontale, en diagonale, et si possible, en se comprenant. Donc il faut s'entendre, il faut s'écouter, il faut aller les uns vers les autres. Donc j'avais une série de propositions qui font tout le sens. Globalement, c'est ça. Alors je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie d'entrer dans ce contrat ou pas? Est-ce que vous avez envie de l'élaborer? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en recherche avec les élèves? Parce que
entendre des paroles de jeunes, cette écoute de la jeunesse est essentielle. Nous, on est dans une catastrophe en ce moment. Donc, je pense que beaucoup de pays le sont. Je ne voulais pas dire que je vais le dire. J'avais dit, je vous promets, je ne le dis pas. L'hôpital, la recherche universitaire de l'hôpital de Genève, dans un hôpital universitaire, a fait une enquête pour comprendre pourquoi les jeunes vont si mal. Ils ont remarqué que oui, la jeunesse est à grande difficulté. Un enfant sur 7 a eu dans l'année une pensée suicidaire. Entre 14 et 17 ans. Donc ils ont fait une recherche approfondie. Donc ça nous met le moral en bas, ça c'est sûr. Mais ça confirme aussi ce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire, parce qu'ils montrent dans cette recherche, c'était pas du tout là-dessus, le hasard fait que ça, c'est qu'il y a un endroit où si ça marche, ils font mieux, c'est qu'il n'y ait pas de soucis scolaires. Ils ne citent pas l'école comme responsable, mais ils disent où les enfants n'ont pas de problème, quand les enfants n'ont pas de problème scolaire. Alors, il faut savoir aussi, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand un enfant a un problème scolaire. Ça vaut la peine de le définir aussi. Eh bien, là, il n'y a pas cette morosité, il n'y a pas ce noir dans la tête. Mais ils sont pris en ce moment dans des soucis d'écologie, dans toutes nos crises en fait. Les crises, elles traversent la jeunesse, avec les réseaux sociaux, avec. Il y a aussi des grandes questions sur le genre. Je suis un homme, je suis une femme, je suis quoi. Il y a aussi des questions qui sont des questions très importantes, avec des batailles de société, mais qui traversent les jeunes en ce moment. Les réseaux sociaux, qui mettent de la compétition un peu partout aussi, pour que j'apparaisse bien, etc. Et que donc nous, on peut être un secours. L'école peut être un vrai, véritable secours. Mais à condition qu'on ne soit pas une école où ils viennent, ils sont obligés de faire tout dans les élections. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces enseignements, une expérience qui résonne. L'organisation est ce qu'elle est. Effectivement, il faut toujours décider d'une organisation, mais c'est pour ça que j'ai remis cette diapositive, c'est parce qu'elle me semble intéressante par rapport à la démarche qui est la vôtre de justement comment, avec l'organisation qui est la nôtre, on peut faire pour que dans la classe, en reprenant l'idée de préoccupation partagée dont parlait Mélanie Pircard aussi ce matin, de cette question de lien, de collectif, de comment on fait ensemble, comment on pense un peu autrement les choses ensemble avec la réalité qui existe pour que des petits gestes, des échanges puissent faire avancer la question, qu'on puisse former et aider nos élèves, nos enfants à grandir. Voilà. Ça me semblait intéressant de remettre ce schéma autour de la démarche d'innovation qui montre bien, qui reprend la question des valeurs dont vous avez parlé, du processus de transformation, de la dimension de réflexion, résulte d'une réflexion, d'une recherche d'amélioration. Comment est-ce qu'on s'engage et on va... voilà, ce petit schéma est issu d'EduScol qui valorise tout le travail de l'innovation avec énormément de ressources à partir des travaux. C'est l'équipe de Françoise Pro qui a beaucoup travaillé sur la question de l'innovation scolaire. Et pour clore la matinée, alors peut-être avant, quelle heure est-il? Est-ce qu'on va prendre 5 minutes vous laissez réagir individuellement, peut-être prendre une question, alors peut-être une question
entre guillemets adulte, peut-être une question élève, si vous souhaitez en poser une à Madame Bellas, s'il y en a une qui vous vient par rapport à ce qui a été dit. Donc, je vous laisse juste une petite minute parce que c'est jamais évident, la première question n'est jamais évidente. Et éventuellement, comme on n'a pas de micro, on peut vous distribuer une feuille pour que vous puissiez l'écrire. Alors, on a déjà un point levé. J'avais une petite question quand vous avez abordé la population qui avait voté contre avec la votation. Vous avez dit 78% de la population a voté contre. Mais du coup, est-ce que tout le monde avait participé? Parce qu'il n'y a pas 100% de la population qui a voté. Je vais vous expliquer toute la vérité. C'est que je suis accompagnée. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure. Je vous comprends bien, alors je suis pas trop loin, mais je suis un petit peu loin. Je vais retranscrire. Vous avez parlé de 78% par rapport à la votation. La question était, si je l'ai bien comprise, c'est 78% de quoi? Parce que tout le monde n'a pas été voté, donc finalement, voilà. C'est le taux de participation, en fait. Si c'était ça. C'est la démocratie directe chez nous, enfin beaucoup plus directe en France en tout cas. Moi je vous souhaite toujours une démocratie directe à la France parce que je trouve que vous pensez bien, vous parlez bien, vous avez tout, vous avez la connaissance, vous êtes riche en plein de choses. Je souhaite que vous ayez une démocratie directe et ça vous êtes très politique. En tout cas, elle a été massivement, les gens se sont déplacés massivement. C'est comme vous, voilà, il n'y a jamais tout le monde qui va, ça c'est sûr, mais c'est 78% des gens qui se sont déplacés. Et en général, chez nous, honnêtement, ça ne dépasse pas la moitié de la population qui a le droit de vote. Quand on fait quelque chose qui a 50% des personnes qui se déplacent, maintenant on peut même voter par correspondance, même bientôt par Internet, parfois déjà par Internet, on a bien plus que 50%. Donc c'est une réalité aussi. Hein. Donc effectivement, c'est un pourcentage, mais voilà, c'est ceux qui ont gagné. Les élèves, est-ce que vous avez une question ou une réaction? S'il y en a pas, c'est pas grave. J'ai pas vu. Oui, alors c'est pas elle, mais à côté adulte. Merci beaucoup tout d'abord pour votre intervention. J'avais une question concernant les 15 écoles qui se sont affranchies de ce contrat. Quel a été le rôle, la place, la parole donnée aux parents de ces enfants qui se sont retrouvés dans un contrat très différent de l'autre? Alors, elle était très importante. Parce qu'il y avait 3 axes en fait. Un axe qui s'est fait. Oui, il y avait beaucoup de moqueries parce qu'un axe c'était de mettre l'enfant au centre. Et alors il y a eu toutes les moqueries du monde parce qu'on ne doit pas mettre l'enfant au centre, on doit mettre le savoir. Or, bien entendu, pour un enseignant normal, il y a le savoir, on n'en parle même pas, c'est tellement évident qu'on est là pour transmettre. Enfin bon, c'était un peu peut-être oublié dans la natation, donc c'était facile dans la direction à prendre, donc c'était facile de se moquer de ça. Mais c'était un avis très juste, parce que l'enfant au centre. Non, si, moi, je te donne une formation, il ne faut pas aimer les enfants, enseignants. Bon, moi, je ne comprends pas ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est ces axes-là qui. Donc, le deuxième axe, c'était travailler avec les familles. Travailler avec les familles, c'était capital. Et dans les 15 écoles qui partaient en organisation, où tous pensaient justement très bien, les familles étaient très impliquées. Très impliquées. Merci. On va passer à la. Si elle est très courte, parce qu'on tient à. C'est bon? Allez-y. Si on a pas. Ça va. Allez, on essaie. Ouais, très rapidement. Réponse courte. Vous avez fait un lien quand même assez évident entre l'éducation et un choix innovateur qui s'est confronté à de la politique. Parce qu'à un moment, il a fallu l'étendre, vous avez voulu étendre. Déjà, est-ce que ça a un sens
de vouloir étendre à tout un pays une sorte de pédagogie de la sorte, parce qu'on va avoir plein de différences au sein même de nos... Il y a des gens qui vont vouloir que l'école soit sélective, des autres pas forcément. Donc est-ce que, déjà, comment il aurait fallu fonctionner différemment, et surtout, pourquoi il a dû falloir un vote alors que ces 15 écoles s'étaient mis d'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des projets locaux qui pourraient fonctionner? Je ne sais pas si j'ai tout compris. Toujours encore une La question de la généralisation. La généralisation n'était pas pour qu'on ait une pédagogie commune, mais pour qu'on ose la pédagogie. Voilà. Donc ça, heureusement, on a plein d'autres questions. Pas une pédagogie commune. Je veux dire, est-ce qu'on peut permettre justement à chaque enseignant d'avoir son triangle dans sa tête, d'avoir sa pédagogie, mais qu'il échange avec les autres pour qu'on enrichisse chacun nos pédagogies. Et les pédagogies, les groupes, aussi, etc., etc. Donc ça c'est très important, pas d'idée surtout d'une généralisation de la pédagogie, d'une pédagogie, on soit dans un dogmatisme pas possible, mais de la pédagogie, c'est-à-dire la recherche continue. Comment faire au mieux? Je vous rassure. C'est une question qui est souvent évoquée quand on parle d'innovation, c'est la question de l'essaimage. Et tout le monde se la pose dans les équipes, dans les établissements. Voilà, comment on passe d'une équipe à plusieurs équipes, on a une classe, est-ce qu'on fait un niveau, est-ce qu'on passe à l'ensemble de l'établissement? C'est une question très complexe. L'idée un petit peu d'aujourd'hui, c'est aussi de proposer peut-être des pistes d'inspiration pour que chacun s'approprie la façon dont il va pouvoir le mettre en place dans son école, dans sa classe, dans son établissement, avec ses collègues, avec beaucoup de collègues, avec moins de collègues. Mais les tout petits pas, et aujourd'hui je crois que c'est une journée qui permet de célébrer les petites victoires aussi, humbles, modestes, mais qui font avancer justement cette question du contrat scolaire et de ce qui nous porte.